9 circonscriptions scolaires ont déjà publié les résultats du BEPC ce jour. En moyenne, sur ces 9 Cisco, le taux de réussite est d'environ 60%, et le meilleur taux est enregistré dans le district de Mourafenbe avec 92,85%. Par ailleurs, 73,15% des candidats ont réussi à Befoutak, 67,83% pour Mandout, 65,58% pour Ambatoumait et 64,68% pour Faratsiou. Malgré les menaces de grève de certains correcteurs, on peut dire que la correction des examens du BEPC se déroule bien, vu la rapidité de la publication des résultats. Il est à rappeler que l'examen du BEPC s'est déroulé du lundi 4 juillet au jeudi 7 juillet. Les résultats peuvent être consultés sur le site web du ministère de l'Éducation nationale. Environnement à présent, la restauration des mangroves est incontournable si l'on veut préserver l'environnement marin. C'est la raison d'un exposé de la politique en ce sens, ainsi qu'une évaluation environnementale la semaine dernière à Nosibé. Ce processus est inclus dans la Convention de Nairobi, dont Madagascar est signataire. Les résultats de cette évaluation montrent que 250 tonnes de limon par hectare et par an s'accumulent dans la mer, ce qui perturbe les transports et nuit également aux espèces aquatiques. Par ailleurs, de nombreuses menaces planent sur notre écosystème marin, notamment sur les mangroves qui garantissent la propreté et les moyens de subsistance des animaux marins. Ces menaces affectent également directement les moyens de subsistance de la population environnante. Madagascar doit prendre des mesures face à cette situation. L'accord de Nairobi, signé en 1985, stipule la protection des écosystèmes marins. Les 10 États membres de la Convention de Nairobi se sont réunis la semaine dernière à Nosibé afin d'apporter des améliorations sur la manière de préserver des ressources naturelles malgaches. Parmi les participants à cette réunion, les représentants de la Réunion, de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud et du Kenya. D'ici 3 mois au plus tard, Miami pourra accueillir les marchands de la capitale de la région de l'Est, d'après le secrétaire d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat, Ndjamanousou Gérard. Des retards ont été dus au respect des normes internationales pour garantir la pérennité de l'infrastructure, notamment face aux cyclones. Il a par la même occasion ouvert la formation dédiée aux futurs marchands. Toujours à Touamassn, Gérard Ndjamanousou a annoncé officiellement l'ouverture des inscriptions pour ceux qui souhaitent bénéficier des Tchanmour. En politique, la manière de faire de l'opposition à Madagascar confine à la haine. Cette semaine encore, un député a insisté sur le fait d'appliquer la vérité de prix concernant le carburant. Une vérité de prix qui est très loin du pouvoir d'achat de la grande majorité des Malagasy. Et pas plus tard qu'hier, l'opposition a menacé de tuer le président de la République. Faire de l'opposition équivaut-il à haïr tous ceux qui font l'État et même à haïr tous ceux qui sont au pouvoir? Selon le dictionnaire, ces deux mots ont des sens bien différents. Mais dans la façon de faire la politique de certains Malagasy, il semblerait qu'il y ait amalgame. À moins qu'il ne soit plus possible de penser avec logique et avec bon sens lorsque la haine est érigée comme une manière d'agir en politique. L'on ne s'étonne plus qu'il y ait eu cette tentative d'assassinat du président malagasy et de quelques hautes personnalités à travers le projet Apollo 21. C'est cette même haine qui les aveugle au point qu'un député de l'opposition exige de faire subir à ses compatriotes l'insupportable, notamment l'application de la vérité des prix sur les carburants. Et ça se qualifie pourtant d'opposition intelligente? À chacun son intelligence. Dans la page culturelle, les fans de Kalash à Madagascar se sont retrouvés hier au Palais de la Culture et des Sports. Un spectacle qui a duré 5 heures.
Kalash, le célèbre rappeur martiniquais, a partagé son art. Il a également revisité les chansons à travers lesquelles il s'est fait connaître au cours des 7 dernières années. C'est l'une des chansons les plus connues et les plus populaires de Kalash, artiste français parlant le créole. Dancehall et rap sont ses rythmes. Ses chansons sont connues par un large public à Madagascar et ça fait longtemps qu'il a voulu être ici pour rencontrer ses fans. Alors que sa popularité a commencé en 2015, elle continue à ce jour. Kalash a sorti 52 albums. Il a également apporté ses nouveautés aux fans malagasy. Des artistes malagasy étaient également de la partie. En fait, il ne faudrait pas que l'instabilité politique vienne aggraver davantage la crise économique. C'est un peu le message envoyé par les États-Unis, car quel que soit le nouveau président, le nouveau Premier ministre ou encore le nouveau gouvernement, le Sri Lanka va devoir continuer les discussions avec le Fonds monétaire international. Le pays négocie depuis des semaines un plan de sauvetage, mais le Premier ministre démissionnaire, Ranil Wickremesinghe, n'a pas caché que la situation de faillite du pays compliquait les pourparlers. Le Sri Lanka doit d'abord présenter un plan de restructuration et de remboursement de sa dette extérieure qui s'élève à 51 milliards de dollars. Puis il faudra trouver des solutions pour renflouer les caisses du pays, retrouver une stabilité économique sur le long terme. Et cela pourrait prendre des années. Un plan de sauvetage négocié avec le FMI pourrait par exemple passer par une hausse des impôts, mais là encore, il faudra parvenir à faire accepter aux 22 millions de Sri Lankais de nouveaux sacrifices et surtout d'être encore patient. Oui, tout à fait. On vote tout de même ici au Japon. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a tenu à maintenir le scrutin afin de montrer que eh bien, la démocratie japonaise était toujours debout. Mais évidemment, l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a éclipsé la campagne. La campagne a été brièvement interrompue par certains partis politiques hier samedi, mais elle a repris, elle s'est achevée. Le parti de Shinzo Abe, le Parti libéral-démocrate, est le grand favori de ce scrutin sénatorial. Pour le reste, on parle énormément des failles dans la sécurité, dans le dispositif de protection de Shinzo Abe. Il n'y avait pas suffisamment de policiers pour le protéger, de gardes du corps, mais surtout les hommes qui étaient présents n'étaient pas suffisamment préparés. On le voit comment le suspect a-t-il pu s'approcher à quelques mètres simplement de Shinzo Abe avec une arme assez conséquente, 40 cm de long, ce fusil artisanal. Et comment surtout après le premier tir a-t-il pu tirer une deuxième fois? Pourquoi aucun officier présent ne s'est précipité sur l'ancien Premier ministre pour le protéger? C'est sans doute ce qui se serait passé par exemple aux États-Unis où les dispositifs de protection des personnalités sont beaucoup plus conséquents. Des failles dans la sécurité, la police les a admises. Constantin, qu'en est-il des funérailles de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe? Alors, il y aura une veillée funèbre demain lundi, et puis les funérailles devraient avoir lieu mardi normalement avec la famille, les proches de Shinzo Abe. Pour le reste, on a tout de même un peu plus d'éléments sur l'enquête et sur la préparation, semble-t-il, de cet assassinat par le principal suspect Tetsuya Yamagami. Il a reconnu s'être rendu la veille de l'assassinat à un autre meeting à Okayama, un autre meeting auquel participait Shinzo Abe, à 200 km de Nara, c'est donc assez loin tout de même, et il aurait finalement décidé de ne pas participer à ce meeting parce qu'il aurait jugé le dispositif de sécurité trop strict. Donc cela montre, si vous voulez, la thèse sans doute d'une préparation bien en amont de cet assassinat, d'une préméditation. Une frappe vient de toucher cette maison. Elle a tué la grand-mère d'Oksana. Le silence s'installe au sein de cette famille avant de laisser place à la colère. Une colère d'impuissance face à une guerre qui vise les civils du Donetsk. Elle s'est assise sur le banc et s'est reposée. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Rien. Combien de morts y aura-t-il encore? Combien de personnes vont encore mourir? Quand tout cela va-t-il s'arrêter?
Nous vivions et nous ne touchions personne. Et voilà. On savait qu'il y avait un travail, un salaire, une avance de paiement. On pouvait partir en vacances. Comment devons-nous faire maintenant? Préparez-vous, le prochain arrive. À Kiev, Volodymyr Zelensky a remercié les États-Unis pour leur aide supplémentaire de 400 millions de dollars. Mais le président demande encore plus d'armes face à l'intensification de l'offensive russe. En une journée seulement, la Russie a frappé Mykolaïv, Kharkiv, Kryvyi Rih et d'autres villes de la région de Donetsk. Elle a frappé avec précision et de manière délibérée des zones résidentielles avec des maisons ordinaires, des objets civils, des personnes. Les systèmes supplémentaires de roquettes d'artillerie à haute mobilité, les autres armes de précision nous permettent de prendre des mesures antiterroristes et de réduire les frappes de missiles russes sur nos citoyens. De telles actions terroristes ne peuvent être arrêtées qu'avec des armes modernes et puissantes. Des combattants ukrainiens qui semblent résister encore. Mais jusqu'à quand? La conquête de la région de Donetsk, qui est devenue la priorité de Moscou, elle permettrait à la Russie sa première victoire significative, celle de réunir tout le Donbass sous son giron. Tu peux poser ça là. Après 8 ans d'absence, la famille de Nourdine se réinstalle enfin chez elle, dans le centre historique de Mossoul, complètement détruit pendant la guerre. Je n'ai pas les mots pour décrire mon bonheur aujourd'hui. C'est juste un sentiment incroyable d'être de retour chez soi, dans sa ville, dans sa maison. Leur domicile a été entièrement reconstruit par l'UNESCO, qui s'est engagé à faire de même pour 124 maisons historiques. Sans soutien extérieur, ça aurait vraiment été difficile pour Mossoul de retrouver ce visage, parce que la plupart des gens de la vieille ville sont des gens pauvres. Le gouvernement était censé nous indemniser, mais ces compensations mettent beaucoup de temps à arriver. Mais ces familles sont chanceuses, toutes n'ont pas reçu le même soutien. Dans une allée adjacente, ces deux Mossouliotes ont dû reconstruire leur maison par eux-mêmes. On a refait toute l'entrée, puis à l'intérieur, tout est craquelé. Vous voyez, les fenêtres étaient détruites, on a tout réparé, même les escaliers. 4 000 € au total que cet Irakien a dû économiser ces dernières années. Aucun doute, les acteurs de la reconstruction sont surtout les habitants eux-mêmes. À la libération de la ville, la société civile s'est très vite reconstituée. Elle a aujourd'hui un rôle central dans la vie culturelle et politique de Mossoul via ses ONG, ses clubs d'intellectuels, mais aussi ses cafés comme celui-ci qui accueille régulièrement des militants. On va tout de suite y faire un tour. Aujourd'hui, des volontaires tiennent une remise de diplômes pour se féliciter d'avoir organisé un large festival de musique à Mossoul il y a 2 semaines. On est un peu les chirurgiens de cette ville, de notre ville. Mossoul a besoin de beaucoup d'initiatives citoyennes car c'est la ville la plus ancienne qui a été détruite pendant la guerre. L'idée de cet endroit était d'attirer toutes sortes d'événements au centre de la vieille ville. Et honnêtement, on ne pensait pas que ça allait marcher aussi bien. Des habitants très impliqués pour restaurer leur patrimoine qui renaît lentement de ses cendres, même si dehors, une grande partie reste toujours en ruine.